Alors, un petit résumé des épisodes précédents, pour le cas où certains n'auraient pas tout suivi, pour être sûr qu'on parle bien de la même base. Donc, comme vous le savez sans doute, la Haute Autorité de Santé pilote l'évaluation externe de la qualité dans les ESSMS depuis 2022. Depuis, certains des milliers d'établissements et services ont déjà été évalués. Il y a eu une première publication en septembre dernier sur le site Caliscope de premiers résultats d'établissements et services, ce qui a occasionné quelques petites tensions, avec notamment, je vois Jean-Pierre Rizzo approuver, avec un petit changement dans le calcul des cotations des critères impératifs. Du coup, quelques courriers des fédérations à la DGCS et à la HAS plus tard, dont la FNADEPA, pour un petit peu rectifier le tir et revenir au calcul initial. Mais je rappelle quand même que la HAS avait justifié ce changement par une nécessaire homogénéisation des résultats. Donc voilà, on va peut-être pas non plus s'étendre dessus parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. On va regarder un petit peu vers l'avenir et vers demain, notamment avec le futur nouveau référentiel qui est prévu mi-2027, si tout va bien. On va un petit peu parler de tout ça. Je sais qu'il y avait aussi quelques doléances supplémentaires demandées par les fédérations pour le futur référentiel notamment. Mais je sais que c'est en réflexion à la HAS et à la DGCS. On peut résumer les choses comme le processus d'amélioration de la qualité des établissements et services, finalement, lui-même est en amélioration constante. Voilà. Donc, on peut peut-être commencer par le terrain. Jean-Pierre Rizzo, vous n'allez pas intervenir avec votre casquette de président de la FNADEPA, mais avec votre casquette de terrain, puisque vous êtes dans le Gard et vous dirigez, si je ne m'abuse, la fédération ADMR du Gard. Alors, vous, avec votre regard terrain, comment vous voyez un petit peu les mois passés, les premiers stades de l'évaluation et surtout, comment vous aimeriez que ça évolue ? Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Pas tout à fait, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, moi aussi, je prends le relais au pied levé d'Hervé Levert qui devait intervenir. Mais d'abord, vous dire en effet que mon intervention qui sera assez courte, puisque l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait un échange avec Angélique Caled, que je remercie une nouvelle fois. Angélique Caled, on ne se quitte plus, puisqu'il y a un mois et demi, nous étions dans un séminaire organisé par la FNADEPA Occitanie. Et je remercie la présidente de la FNADEPA Hérault qui a permis cette organisation-là, et on s'est retrouvés un peu dans le même format. C'est pour ça que finalement, c'est un exercice qui commence à être rodé entre nous, avec un certain nombre de remontées, d'informations, de critiques, constructives ou moins constructives, d'état des lieux de la situation. Au fond, d'abord, deux réflexions. Et là, je vais peut-être changer un peu de casquette de temps en temps. Vous avez le droit d'éternuer les casquettes. Je vous remercie, Claire. Ma première remarque, c'est de dire que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on sait si on a de la fièvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le référentiel ne doit pas, aujourd'hui, être accusé de tous les maux autour de la question du processus d'amélioration de la qualité. À la FNADEPA, on dit que l'amélioration de la qualité, le processus, est un processus nécessaire, utile, indispensable, et qu'à ce titre-là, il ne s'agit pas aujourd'hui de déterminer dans quelle mesure il faudrait purement et simplement y mettre un terme. Ça, c'est la première remarque, parce que dans cette idée, à un moment qu'on peut dire que tout est dans tout et que parce que le référentiel n'est pas forcément toujours adapté, et vous en parlerez, madame, tout à l'heure, il faudrait qu'il n'y ait plus de démarche de cet ordre-là. Le terrain montre, et c'est aussi comme ça que vous l'avez vécu, en effet, il y a eu la période du mois de septembre où moi j'ai failli être objectivement pris en otage par nos amis de Vendée, puisque j'ai eu le malheur de me retrouver en Vendée le mois de septembre, au moment où justement les règles avaient changé, et je vous assure qu'avec les documents, les notes, c'était chaud et tendu, et j'ai bien cru ne pas en revenir. Quand même. Pour de vrai. Même si, bon. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, le changement de règles du jeu a sacrément modifié les choses. Vous en êtes revenu, et vraiment, encore une fois, je veux dire combien ça a été quelque chose d'entendu et d'accepté. Je ne reviendrai pas sur les autres démarches, vous en parlerez tout à l'heure sans doute, mais je reviendrai quand même sur le fond de la pensée aujourd'hui des directrices et des directeurs. En tout cas, vous pourrez vous exprimer tout à l'heure, mais il y a quand même des vrais sujets aujourd'hui autour de à quoi sert ce référentiel d'évaluation. Et au fond,
est-ce qu'il sert véritablement à évaluer la qualité ou est-ce qu'il sert à évaluer des processus de qualité? Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a un certain nombre de collègues, directeurs, directrices, qui ont été évalués il y a 1 mois, 2 mois, 3 jours pour certains. Ce qu'ils se disent, c'est qu'effectivement, de ces évaluations-là, ça permet des vraies avancées. Ça permet des vraies structurations et ça permet fondamentalement d'aller vers des améliorations, en tout cas la capacité concrète à vérifier que ce que l'on fait, que la façon dont on accompagne est efficace. Et en même temps, cette question de la force de la preuve, de comment est-ce qu'on prouve et comment est-ce que si on n'est pas capable de prouver devient pénalisant, ça a un vrai sens et ça nuit fondamentalement à la question de la qualité aussi, et de la qualité, cette fois-ci pas forcément processus, mais la qualité ressentie, vécue. C'est un élément que je livre ici parce que ça peut être traumatisant cette affaire. On a des directrices et des directeurs, et ça avait été exprimé largement, madame, à Montpellier, qui ont été blessés par la note, blessés par la lettre, parce que ça fait toujours un peu mal, et avec des professionnels qui sont blessés, qui sortent effectivement atteints. D'ailleurs, non pas parce qu'ils imaginent que deviennent maltraitants ou que tout à coup ils deviennent des horribles personnages, mais parce que quelque part ils rentrent dans un cadre et ce cadre ne correspond véritablement pas à la situation. Deuxième élément, et ça c'est un élément je crois sur lequel on ne peut pas passer, c'est la question de la variété, la diversité des évaluateurs. Il y a un vrai sujet sur ça. Là aussi, chacun en est conscient. On a aujourd'hui une vraie hétérogénéité encore, même si probablement qu'il y a un travail que vous menez, mais une vraie hétérogénéité encore sur cette question-là des évaluateurs et de la façon dont les évaluateurs évaluent, au fond. Avec, pour le coup, vous m'avez interpellé sur ma casquette de directeur de fédération ADMR, moi j'ai dans le même organisme d'évaluation, sur le même élément, eh bien, il y en a qui ont dit oui, c'est bon, et d'autres qui ont dit non, c'est pas bon. Dans le même cabinet d'évaluation. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le même évaluateur. Ça veut dire que ça pose aussi une vraie question, et je pense que cette question-là, sans doute, on doit, en tout cas, nous, on se doit de vous la porter. Et puis, il y a un vrai sujet, mais qui est lié à la diversité de ce qu'est ce secteur-là. C'est que, d'abord, on n'a pas la culture dans le médico-social de l'évaluation, de l'accréditation qu'a le sanitaire. C'est-à-dire que nous, ce que l'on dit à la FNADEPA, mais on continue à le dire, c'est que nos établissements et services, c'est des lieux d'abord de vie, et que la culture aujourd'hui autour de cette question-là, de l'évaluation, elle n'est peut-être pas encore mature. Elle n'est sûrement pas encore mature. Et qu'il faut du coup du temps pour que cette maturité arrive, que cette maturité soit comprise, acceptée, et que les équipes soient capables effectivement de vivre avec. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on est dans un secteur extrêmement varié, vaste, multiples, et qu'il y a évidemment des grands groupes, des grandes organisations, qu'elles soient associatives ou commerciales. À la FNADEPA, il y en a quelques-unes. Et puis, il y a des petits établissements ou services très isolés, avec des tailles qui sont, pour le coup, à la FNADEPA, ce n'est pas nous qui dirons que c'est trop petit, parce que nous, on pense que la taille des structures, c'est celle qui répond bien aux besoins, comme dirait l'autre. Et donc que l'enjeu, c'est qu'effectivement, la question de que le processus, le référentiel qualité, il n'est pas géré de la même manière lorsqu'on est dans un grand groupe ou dans une petite structure. Voilà. Donc, ce sont des sujets un peu majeurs, même, un peu globaux, mais qui permettent peut-être de lancer la deuxième partie. Surtout, il y a eu, on ne peut pas non plus ne pas parler de la note du think tank Matière Grise là, qui a été publiée en décembre et qui constate, outre une meilleure notation pour les EHPAD des groupes justement privés lucratifs, et qui met un petit peu justement sur la table ce sujet de est-ce que c'est pas la méthode qui est évaluée avec justement ce que vous dites sur la meilleure structuration, on va dire, de cette méthode quand on est adossé à un groupe. Je crois justement que c'est le moment de répondre, Angélique Alette, avec à tous ces points où voilà, c'est quoi que répond la HAS à tout ça. Vous avez votre propre micro. Oui, est-ce que ça fonctionne? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la FNADEPA. Monsieur le Président, je vous mets cette casquette-là, pour votre invitation à échanger avec vous sur l'évaluation. Vous avez déjà évoqué beaucoup de points extrêmement structurants et je pense que déjà on pourrait passer toute l'heure sur les 4 points que vous avez soulevés.
Je reviendrai, je pense, peut-être un peu plus tard quand on parlera de ce qui vient d'être publié par la HAS en termes de fiches, cotations, etc., sur les questions de place des documents, de la preuve, etc. À quoi sert l'évaluation ? Vous avez commencé par ça. On peut se demander à quoi sert l'évaluation. Nous, en fait, la position, en tout cas, et l'objectif de la Haute Autorité de Santé est très clair. L'évaluation, elle sert à améliorer la qualité en améliorant les pratiques professionnelles et en passant à une culture partagée entre la gouvernance, les équipes et les personnes accompagnées et leur entourage, quand il y en a. C'est vrai que c'est un petit peu pénible pour nous quand on entend que l'évaluation, c'est juste un audit et que c'est juste des procédures, parce que quand même, le cœur de cette évaluation, et elle a été bâtie comme ça, elle a vraiment été construite en se basant sur la personne. Le chapitre 1, c'est donc les critères qui sont évalués auprès des personnes accompagnées. On a tenu à ce que ce soit les premiers qui prennent la parole dans l'évaluation. On a, vous le savez, fait paraître une fiche pour augmenter le nombre de personnes accompagnées qui étaient rencontrées, parce que la règle qui était posée dès le départ, mais était un petit peu dévoyée, puisqu'on parlait de 3 personnes accompagnées pour les structures de petite taille, et c'était en train de devenir une norme. Donc on avait 60% des structures qui avaient plus de 100 places qui n'avaient une évaluation qui ne reposait que sur 3 personnes accompagnées. Donc on a cherché à augmenter cette ambition-là, parce que vraiment, c'est central. Donc l'évaluation, c'est le fait d'examiner en quoi l'organisation d'un service ou d'une structure, en quoi son organisation, en quoi les pratiques déployées par les professionnels permettent de répondre aux attentes de la personne accompagnée. Vraiment, le sens, c'est celui-ci, et on tient à le réaffirmer. Alors, je regarde excusez-moi, ce que vous avez pour vous répondre point par point. Alors, la qualité versus les processus. C'est vrai qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir de qualité s'il n'y a pas de démarche qualité. C'est un lien direct, et il n'y a pas de démarche qualité s'il n'y a pas de procédure et de suivi tracé dans les établissements. Ceci étant, la qualité n'est pas réductible à la présence de documents. Ça, c'est évident. Depuis le départ, l'évaluation, elle repose sur 3 leviers. Donc, ce sont l'analyse documentaire, les entretiens, qui doivent être nombreux, et les phases d'observation. Alors, je vais peut-être aller jusqu'au bout de mon propos. Il y aura un échange. Il y aura un échange sur les questions après. En tout cas, c'était la lettre. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. En tout cas, la lettre, c'est ça. Enfin, l'esprit de la lettre. En tout cas, la méthode. Ah bah ça, je le sais bien. Je le sais bien, mais je vais aller jusqu'au bout, si vous permettez. En tout cas, quand vous lisez le manuel, les fiches et la méthode reposent bien sur ces 3 piliers. On a vu effectivement apparaître, on a eu des remontées de terrain nombreuses en ce sens, de la part des fédérations, dont la vôtre, disant que dans beaucoup d'endroits, les professionnels avaient été extrêmement déçus de l'évaluation, parce que ça n'avait été qu'un échange autour des documents. Et à chaque fois que les professionnels avançaient un argument, les évaluateurs répondaient « Pouvez-vous me produire la preuve ? Pouvez-vous me montrer la preuve ?» Ça, d'abord, c'est une mauvaise pratique de certains organismes évaluateurs, pas de tous, je tiens à le dire. Il y a des évaluateurs qui font les choses d'une façon beaucoup plus complète. Deuxièmement, on a eu un moment de régulation nécessaire avec le COFRAC, parce qu'effectivement, il y a la question de l'accréditation des organismes évaluateurs, et le COFRAC donc accrédite beaucoup de structures qui font de l'audit.
Et là, nous ne faisons pas d'audit, nous évaluons des pratiques professionnelles. Donc il y avait aussi des messages qui devaient être alignés entre le COFRAC et la HAS, et ça a pris quand même un peu de temps. Maintenant, je pense qu'on commence à être beaucoup plus alignés. On vient de conclure une convention et on vient d'ailleurs d'intervenir dans une formation des évaluateurs techniques du COFRAC pour rappeler que l'analyse, l'évaluation, quand on pose une cotation, elle doit être issue de l'analyse combinée des documents, des entretiens et de l'observation. Donc on a publié très récemment la fiche « Comment appliquer une cotation » que l'on a en grande partie réécrite. Et si vous en prenez connaissance, tout est sur le site de la HAS à disposition très facilement. Vous verrez que on a supprimé ce terme d'élément de preuve parce qu'une preuve, on en déduit souvent que ça doit être un document écrit. Donc on a supprimé ce terme d'élément de preuve et on l'a remplacé par élément d'objectivation. Et vraiment, l'objectivation, c'est bien le triptyque entretien, document, observation. Il faut aussi ne pas se voiler la face. L'évaluation, c'est comme ça, hein, ça c'est pas le choix de la HAS, le montage a été fait comme ça. C'est un marché concurrentiel. Et donc, on va aussi vraiment chercher à agir sur ce levier parce qu'on a vu des évaluations qui se déroulaient en moins de 2 jours, en 1 jour et demi, parfois une journée. Et en une journée ou même 1 jour et demi, on ne peut pas déployer la méthodologie de la HAS. On ne peut pas réserver des temps d'observation entre les entretiens. On ne peut pas creuser certaines questions. C'est évident. Donc, on a aussi ce phénomène d'un marché concurrentiel qui a tendance à tirer vers le bas les méthodes qui devraient être celles de la HAS. Alors du coup, 2 petites questions qui me viennent. Un, comment vous pouvez savoir est-ce que la convention avec le COFRAC va suffire et le petit changement de langage sur la fiche peut suffire selon vous à ce qu'ils prennent bien en compte tout le triptyque comment contrôler ça finalement et comment faire en sorte de contrer cet effet marché concurrentiel? Alors, pour contrôler ça, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les organismes évaluateurs, en fait, sont contrôlés de 2 façons. Par les évaluateurs techniques du COFRAC. Donc, en fait, c'est ces évaluateurs techniques du COFRAC qu'il faut qu'on amène davantage vers nos méthodes. Ça, c'est la première chose. Et les organismes évaluateurs sont également contrôlés par la HAS quand notamment nous avons des signalements des établissements qui nous disent que l'évaluation ne s'est pas déroulée selon les méthodes consacrées. Ça, j'insiste, c'est vraiment très important de déjà le dire dans votre observation générale dans le rapport. Hein, vous savez que vous recevez un pré-rapport, que vous avez la possibilité d'apposer une observation générale qui va très bientôt être publiée d'ailleurs sur le site Caliscope. On va rajouter cet élément de publication. Donc quand vous estimez que les méthodes n'ont pas été suffisamment justement posées à partir de ce triptyque, il faut l'écrire. Et vous pouvez également nous signaler directement à la HAS ce qui s'est passé et ce que vous estimez être problématique. Et évidemment, en fonction de ça, de ce que vous nous remontez, on demande des explications aux évaluateurs et c'est l'occasion pour nous de recaler les bonnes méthodes. Est-ce que vous avez un taux de signalement comme ça, inquiétant, ou qui vraiment est à prendre au sérieux? Quel pourcentage ça concerne d'évaluation? Alors là, je ne peux pas vous faire de tête le pourcentage, je ne suis pas assez calée. C'était très spontané comme question. Mais en tout cas, on n'en a pas eu tant que ça. L'année dernière, en 2025, on a eu 30 signalements. Voilà. 30 signalements pour à peu près 7000 évaluations réalisées. On en est à combien EHPAD, résidence autonomie, service à domicile d'évaluation là, vous l'avez? Alors j'ai le chiffre EHPAD, grosso modo, on est à
4200 EHPAD sur les 7500 là qui ont été évalués. Toutes ESSMS confondues, on est autour de 18 000 ESSMS sur les 45 000. Donc on n'est pas tout à fait au rythme de croisière qu'on devrait observer, mais ça c'est dû au moratoire de l'évaluation, je pense en grande partie, des services à domicile. Jean-Pierre Izzo, vous souhaitez réagir ? Oui, sur un sujet que je n'ai pas évoqué en amont, et toutes mes excuses, mais ça justement peut-être faire l'objet d'un échange. Alors là encore, il ne faut pas généraliser, mais il y a des situations aujourd'hui où certaines autorités de tarification et de contrôle utilisent des évaluations à mauvais escient. Ça a été évoqué. Il y a aujourd'hui des départements qui, au fond, utilisent ce qu'est l'évaluation comme sujet à sanction avec des résidences autonomie, avec des services à domicile ou avec d'autres. Ça, c'est un sujet qui est important parce que, pour le coup, ça ne sert pas à ça, l'évaluation. Et Angélique Cadet l'a formidablement bien dit. L'évaluation, des procédures de contrôle aujourd'hui et de sanctions pour les établissements, ça existe. Le Code d'action sociale des familles en prévoit dans certaines conditions. Et il y a effectivement aujourd'hui, c'est pas contestable. Mais par contre, quand l'évaluation devient un objet qui peut entraîner des contrôles, des sanctions, voire des vérifications supplémentaires, ce que j'évoquais un peu ce matin, là, ça devient un problème. Et je pense qu'il y a un deuxième sujet autour des autorités de tarification et de contrôle. Un premier, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui les autorités de tarification et de contrôle accompagnent les établissements et les services. C'est-à-dire que notre responsabilité à nous, c'est de bien choisir notre évaluateur. Soit, ça c'est vrai. Notre responsabilité à nous, c'est d'abord de bien bosser, voilà, et de faire en sorte que les équipes ne sortent pas en difficulté, traumatisées, parce que derrière, ça a des conséquences. Et notre difficulté à nous, en revanche, notre responsabilité à nous, c'est ça. Et d'assumer ensuite les réalités de l'évaluation par des plans d'action qui doivent être des plans d'action améliorant la qualité. Mais la responsabilité des autorités de tarification, c'est aussi, elle existe dans cette question-là. C'est-à-dire que l'ARS Occitanie l'a formidablement bien dit quand on était ensemble à Montpellier, mais les ARS doivent accompagner aussi ce mouvement. Les départements doivent accompagner ce mouvement. On ne peut pas en faire justement un outil sans l'accompagner, le construire, l'aider, et derrière, se dire simplement, le plan d'action, c'est ça, 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 ben débrouillez-vous avec. Ça ne peut pas être ça, le format. C'est bien noté, mais je ne crois pas que Enfin, je ne sais pas si la HAS peut répondre sur ce point précis. Répondre non, partager ce constat, oui, effectivement. L'évaluation, ça ne peut pas remplacer l'inspection et le contrôle. Et on a vu, effectivement, oui, dans certains départements, des conseils départementaux, par exemple, se servir de l'évaluation en ajoutant des critères au 157%, pourtant il y en a quand même déjà pas mal, mais les CD ajoutaient des critères parce qu'en fait, c'était leur vecteur de contrôle. Et ça, effectivement, voilà, ça va pas du tout. Il faut le signaler aussi, ça va pas du tout. Oui. Alors si ça vous arrive, non pas plus de 157 critères. On travaille avec la DGCS. En fait, on a un comité de suivi de l'évaluation et on va bientôt réunir le collège des autorités de tarification et de contrôle et on va passer un certain nombre de messages dans celui-là. D'accord. Bon, ça va. On aura un temps pour les questions. Exceptionnellement, ok. Vous avez l'air d'avoir très envie de parler. Là, je suis à deux doigts de tout lâcher. Mon collègue, en fait, a été contrôlé. Alors, contrôle autopiné, c'est super. Et critère de la nana, qui a contrôlé à l'ARS, parce que les notes de l'évaluateur choisi étaient trop bonnes. Et il a dû refaire, quand je re-regarde là depuis tout à l'heure le listing, c'est les pièces qu'on a déjà fournies, quoi. Donc oui, on a eu des super notes, oui, on a bossé, mais là encore, c'est quoi ce trafic, quoi? C'est d'une injustice sans nom, quoi. Enfin, on se tape une deuxième évaluation en contrôle inopiné de l'ARS parce que l'évaluateur choisi a donné une trop bonne note. Peut-être parce qu'on avait bossé aussi, mais comme les autres, et parfois ça a été plus dur pour certains avec certains évaluateurs. Mais ça, c'est pas possible. L'ARS, là, on marche sur les pieds, quoi. Ou les mains. Vous avez entendu ce genre de remontée? Non, moi, sur quoi je marche? J'ai toujours... Enfin, j'ai... Pas droit, quoi. Ça marche pas droit. J'ai plutôt
J'ai plutôt eu des remontées dans l'autre sens, mais que je pense légitimes, d'autorité ou de tarification qui ont vu dans les rapports d'évaluation des choses très problématiques, notamment sur des critères impératifs, et qui déclenchent des contrôles suite à ça, mais ça me paraît logique. Mais dans l'autre sens, un rapport d'évaluation trop bien coté qui génère un contrôle, non, je n'avais jamais entendu. Mais ça, est-ce que ça va dans le sens... Parlez dans le micro, madame, s'il vous plaît. Clairement, en fait, on est au-delà des 3,90, 95, si vous préférez. Les étoiles sont là. Et le choix en fait, de l'évaluateur est suspect parce qu'il a donné de trop bonnes notes. Donc, on se rattrape à un contrôle. Donc, moi, là, clairement, je vais rentrer mercredi et je vais créer encore une autre banque de données avec des documents en me disant, bah voilà, s'ils viennent, au moins, ils auront ça. Ou je leur dis de gentiment aller se faire voir. Mais je pense que j'en ai pas la capacité encore de le faire. Non, mais je ne suis pas désolé, Sarah. Non, non. Contrôler, faire le lien avec les instances pour dire, bah, il y a eu une note, elle est là, elle a pour 4 ans, rendez-vous dans 4 ans, et puis ce comité le choix... ce comité dont vous parlez, vous vous réunissez... C'est à vous, vous faites les choix d'accréditer des évaluateurs. Après, on fait le choix de les choisir, en connaissance de cause, certes, parce qu'on parle entre nous, mais on ne doit pas être sanctionné pour ça, quoi. D'un contrôle, j'entends. Quel est votre lien réel avec les autorités comme ça de tarification ? À quelle fréquence vous vous retrouvez pour discuter ce genre de points ? Notre lien avec les autorités de tarification n'est pas direct. Il passe par le ministère. Mais donc c'est la DGCS qui a l'initiative de ce comité de suivi qui va se réunir 1 à 2 fois par an. Et la prochaine réunion, c'est au cours du... Enfin, c'est en mars. Excuse-moi, j'ai plus la date, mais oui, c'est au mois de mars. Bon, alors, on a bien compris tout ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, on va essayer d'élargir l'horizon pour voir comment ça peut être amélioré, puisque la HAS dit assez souvent et fréquemment que vous êtes dans une démarche, vous aussi, d'amélioration continue, comme souligné au début. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors peut-être, on verra peut-être pour le référentiel 2027, c'est encore un peu loin, même si c'est demain, mais des chantiers déjà de cette année pour préparer ce changement de référentiel. Sur quoi vous travaillez pour améliorer les choses? Donc on continue effectivement à accompagner le déploiement de cette démarche d'évaluation qui en est, vous le savez tous, son premier cycle et donc à sa 4e année maintenant. C'est encore très, très jeune et effectivement, c'est en observant la façon dont ça se passe sur le terrain qu'en taille réelle, j'ai envie de dire, qu'on perçoit ce qui doit être amélioré et donc on le fait au fur et à mesure. Il y a des choses conséquentes qui ne pourront être modifiées que dans la 2e version du référentiel, mais par contre tout ce qui peut être précisé et accompagné en termes de méthode au fur et à mesure, on le fait. Donc après la publication récente donc de 3 fiches, donc la cotation dont j'ai parlé, la cotation non concernée, 2e chose, et une 3e fiche qui a été publiée hier sur justement pourquoi et comment rédiger des observations dans le rapport d'évaluation pour les ESSMS. On va donc continuer à modifier certaines choses. Alors la première, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est la refonte du rapport d'évaluation, qui est en fait assez compliqué à analyser et à lire. Donc on voudrait faire un rapport d'évaluation plus opérationnel, avec une lecture plus cohérente. Donc en fait, les résultats ne vont plus être présentés par chapitre, mais ils vont être présentés par thématique. Donc, dans chaque thématique, on aura les résultats issus de chaque chapitre. Mais en fait, ça permettra d'avoir une lecture plus fluide et surtout plus opérationnelle pour le plan d'action et d'amélioration de la qualité qui doit être élaboré. Ça, c'est la première chose que l'on est en train de travailler. La deuxième, on est en pleine concertation là avec les représentants des évaluateurs parce qu'on va modifier le cahier des charges qui s'applique aux évaluateurs. Donc notre horizon, c'est de le publier en juillet 2026 pour une mise en œuvre début 2027. Et ce cahier des charges, en fait, comme on est en concertation, je ne peux pas vous dire des choses très précises, mais en tout cas, notre volonté, c'est de renforcer
nos exigences justement sur la qualification des évaluateurs. Renforcer le fait qu'ils aient une connaissance des établissements dans lesquels ils vont évaluer, renforcer l'exigence qu'ils aient des formations très régulières pour actualiser leurs connaissances et pour, voilà, pour avoir toutes les conditions de formation et d'exercice, d'expérience dans les secteurs également. La troisième chose, ça je le mentionne rapidement, c'est la publication des données en open data. Donc les résultats des évaluations vont être donc publics en open data. C'était surtout en fait une demande des organismes gestionnaires et des autorités de tarification. Ça leur permettra en fait d'analyser les données au niveau d'une région ou d'un département. Donc ça, cette livraison de données en open data, c'est imminent. Là, c'est dans le mois qui vient. Voilà. Et puis ensuite, c'est la préparation du nouveau référentiel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur la préparation de ce nouveau référentiel ? Quelle est votre démarche ? Comment vous y prenez pour peut-être aussi concerter, j'imagine, le terrain, associer le terrain ? Est-ce que vous avez déjà une méthodologie ? Alors, ça va être un travail effectivement qui va nous occuper 1 an et demi. La préparation de cette deuxième version du référentiel. Donc, en fait, il y aura 3 phases principales. La première phase, c'est une phase de retour d'expérience. Donc, le retour d'expérience, c'est effectivement des auditions qui vont se dérouler. Là, ça a déjà commencé d'ailleurs depuis une semaine, et on va avoir 2 mois d'audition de ce qu'on appelle à la HAS les parties prenantes, c'est-à-dire les fédérations. Les organismes professionnels. Voilà, donc retour d'expérience. La deuxième chose, c'est qu'il y aura effectivement, on veut aussi avoir le retour du terrain. Et donc, on a pris un prestataire pour lancer une enquête auprès de toutes les structures qui ont été évaluées depuis 2023. Voilà, donc on est en train de finaliser le questionnaire qui va être adressé aux ESSMS et qui devrait, si tout va bien, être envoyé auprès de toutes les structures sur la base du fichier FINES. J'espère que les adresses mail sont bonnes dans ce fichier, mais donc cette enquête, elle va être transmise par mail en février. Et c'est vraiment pour avoir un retour qualitatif de la façon dont vous avez vécu cette évaluation, comment s'est organisée la visite, comment elle s'est déroulée pendant les journées d'évaluation, qu'est-ce que vous en avez retiré sur votre plan d'action, quelle interaction justement vous avez eue avec les autorités ensuite. Voilà. Donc cette enquête, deuxième chose. Et puis la troisième phase qui va, elle, démarrer en avril avec donc des appels à candidature qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux de la HAS, notamment le LinkedIn de la HAS. Je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais on va évidemment, ça c'est la méthodologie habituelle, c'est l'organisation de groupes de travail, donc qui sont composés à la fois de personnes, de professionnels qui sont dans les ESSMS, de personnes accompagnées et de leur entourage, et puis d'experts. Donc ces groupes de travail vont être réunis, probablement, alors il y aura 9 à 10 groupes de travail qui vont travailler en parallèle. Donc ça va vraiment mobiliser toute l'équipe du service évaluation de la HAS. On va organiser des groupes de travail par thématique. Je parle des 9 thématiques du référentiel qu'on va certainement conserver, puisque ça nous paraît être une ossature assez claire. Donc on va conserver ces 9 thématiques. Donc un groupe de travail par thématique, et il y aura un 10e groupe de travail qui va justement réfléchir sur la méthodologie de l'évaluation pour voir s'il y a encore des améliorations à y apporter. Donc ces groupes de travail vont travailler pendant 6 mois, donc c'est tout le second semestre 2026. Donc après, en fait, on aboutira donc à la rédaction d'un nouveau référentiel, par définition, qui passera devant les instances de la HAS. Il y a toute cette phase de validation. Et l'objectif, c'est de pouvoir publier le nouveau référentiel en juin 2027 pour que chacun puisse en prendre connaissance et se l'approprier pour pouvoir démarrer avec ce référentiel le 2e cycle, donc en janvier 2028.
Ok, très précis. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez candidater potentiellement quand ce sera ouvert pour participer à ces groupes de travail. Combien de personnes par groupe de travail Alors, il y a entre 15 et 20 personnes par groupe de travail. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner peut-être pas des orientations, mais peut-être des intuitions Pardon. Non, je vous en prie, mais juste une petite intervention très courte avant. Ouais, allez-y dans le micro. Oui. C'est un métier. Non, une des remarques justement de ce qu'évoque Angélique Calette, c'est que il y a quand même. Alors, je pense qu'on est tous à concevoir largement le principe du référentiel unique, mais le référentiel unique a quand même des sacrées limites parce que là aussi un des constats de retour de terrain, c'est que, allez, globalement, je ne vais pas comparer, mais pour un EHPAD, le référentiel, il est parfaitement dans ce qu'on peut aller chercher. Sur une résidence autonomie, c'est beaucoup plus douteux. Et sur un service à domicile, alors là, pour le coup, il faut rentrer au chausse-pied. Donc, alors après, encore une fois, c'est un débat et on conçoit l'idée d'un référentiel unique parce que si on fait que plein de référentiels différents, à un moment, il n'y a plus de référentiel puisque c'est le principe. Donc, je conçois cette idée-là, mais il y a quand même quelque chose dans la réflexion, peut-être, et la FNADEPA sera peut-être là aussi pour le porter dans les différents groupes de travail, c'est que il peut y avoir des nuances aussi à un moment, alors peut-être pas dans le référentiel lui-même, mais dans peut-être l'interprétation du référentiel, peut-être l'appropriation du référentiel. Quand on demande à un service à domicile le circuit du médicament, toutes mes excuses, mais c'est pas le boulot. Et du coup, vous voyez, c'est un peu ces sujets-là, je crois, que peut-être, alors ça anticipe juste un peu le boulot que vous ferez, hein, mais qui est peut-être pas inintéressant dans cette version numéro 2 et avec les échéances que vous nous avez indiquées. Merci. Oui, donc je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà, ça peut en faire partie d'ailleurs, des intuitions des changements qu'apportera ce nouveau référentiel. Est-ce que vous avez déjà des idées, même si évidemment tout le travail est à accomplir, donc ce serait bizarre que vous nous disiez si, ce sera comme ça. Oui. Alors, justement sur le référentiel unique, là il n'y a pas de suspense. Il y aura toujours un référentiel unique. Avec un socle commun, on va dire, assez important. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a une base commune aux accompagnements d'une personne en situation de vulnérabilité, où qu'elle soit accompagnée sur le territoire ou dans les différents types de structures. Donc, il y aura toujours un référentiel unique. Les intuitions qu'on a, c'est qu'il faut simplifier le chapitre 1 dont je parlais tout à l'heure. Quand on s'adresse aux personnes elles-mêmes, on va probablement essayer d'énoncer les critères d'une façon plus simple et plus concrète et un peu moins conceptuelle. Parce qu'on avait fait le pari que les évaluateurs allaient vraiment adapter le questionnement évaluatif aux personnes accompagnées, mais c'est pas évident. On pense qu'il faut vraiment qu'on descende d'un cran et qu'on aille beaucoup plus concrètement sur qu'est-ce qui est important pour la personne elle-même. Voilà. Peut-être que le fait qu'il y ait certains plans, certaines stratégies, c'est peut-être moins important pour la personne elle-même que la façon dont s'organise son repas. Voilà, pour donner un exemple qu'on donne toujours, je ne sais pas pourquoi, sur l'alimentation qui vient premier. C'est le côté convivial de la France. Alors, donc, un chapitre 1 simplifié et en nombre de critères et en vocabulaire. L'intuition qu'on a aussi, c'est si on peut réduire le nombre de critères, on n'hésitera pas à le faire. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné en équipe, de se rapprocher des 100 critères. Alors, on verra, ça dépendra des groupes de travail, mais en tout cas, on va essayer de faire un référentiel un petit peu plus ramassé. Je reprends sur le référentiel commun. On a conscience quand même qu'on a eu du mal à toucher certaines spécificités dans ce référentiel. Donc, on va garder une très grande partie de socle commun, mais il y aura probablement un petit peu plus de critères spécifiques. Et puis, la quatrième chose très, très importante, puisque vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, c'est aussi la façon dont le référentiel peut être adapté par l'évaluateur à chaque exercice différent. Ce que l'on va faire, ce qui sera nouveau dans cette deuxième version du référentiel, c'est que le manuel va être accompagné de fiches qualité.
Et donc ces fiches qualité, en fait, vont consister à préciser, alors pas par critère, je ne pense pas, parce qu'on perdrait un peu de cohérence, mais par objectif. On va préciser les attendus qu'il y a derrière les objectifs pour chaque secteur différent. Donc on va essayer vraiment de décliner les choses au niveau métier pour aider les évaluateurs aussi, et puis les équipes qui font des auto-évaluations, à bien décrypter les attendus qu'il y a derrière les critères. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure de la fiche la cotation non concernée. Ça aussi, ça peut permettre de faire un peu plus attention aux spécificités de... Vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette fiche qui vient d'être publiée en janvier ? Alors, en fait, les critères les cotations non concernées, dans la phase de retour d'expérience que l'on va mener, c'est une base hyper intéressante et qui est justement en train d'être investiguée par l'équipe à la HAS, parce qu'effectivement, on est en train d'analyser toutes ces cotations non concernées, parce que ça nous donne quand même des indices très intéressants sur l'inadéquation de certains critères pour certains types d'établissements. Ouais. Merci. On arrive aux questions. Un petit temps de questions, y compris ceux qui sont connectés en visio. N'hésitez pas à poser des questions que je recevrai directement sur cette petite tablette. Voilà. Dans la salle, est-ce que... Oui, je vois des mains qui se lèvent. Bonjour, Marc Nicolo, directeur de 2 EHPAD, une dans l'Aude et une dans les Pyrénées-Orientales. On s'était déjà vu chez notre collègue Elsa il y a 1 mois et demi. Et ma question sera toujours la même. Le coût de l'évaluation, qui peut le prendre en charge? Ça nous est imposé. Donc c'est bien de revoir les critères. Ça serait bien de l'accompagner par un chèque. Merci. Vous attendez une réponse. je vais vous faire la même qu'à Montpellier. Montpellier-Paris, même combat. En fait, la HAS, effectivement, n'a pas de chéquier pour financer l'évaluation. Donc, nous, on pose les attendus, on pose la méthodo, mais ça, c'est vraiment des questions qui appartiennent au ministère et aux autorités, ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Excusez-moi de botter en touche. Mais est-ce qu'il y a des réflexions, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler même... Oui. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des réflexions là-dessus? Parce que c'est vrai que ce soit ça ou parmi les doléances des fédérations pour faire évoluer le dispositif, il y a aussi la possibilité de refaire à ses frais, du coup, une seconde évaluation avant les 5 ans sur certains critères, ce qui serait aussi financé, on ne sait pas comment. Donc la question va peut-être revenir. Donc quels sont, en tout cas, même si vous ne pouvez pas, vous, la HAS, on comprend, répondre, est-ce que vous pensez que vous savez si la DGCS s'en préoccupe? Ce que je sais, parce que ça me concerne directement, c'est qu'on est en train de réfléchir avec la DGCS à cette perspective de prendre un texte pour permettre une deuxième évaluation en cours de cycle de 5 ans. Mais ça a été une demande forte de certaines fédérations d'ailleurs. Mais non, je ne peux pas aller plus loin sur les réflexions au niveau financier. Dommage, mais merci pour la réponse. Autre question ? Juste pour rebondir sur la partie financière, le grand absent quand même de ces évaluations, c'est le critère financier. Et notamment un des points, je dirais, qui est le plus important pour nos usagers, c'est l'accessibilité financière des établissements. C'est dommage finalement d'avoir des critères comparatifs alors qu'on peut avoir des prix de journée qui peuvent aller du simple au double. Triple ? En fait, les prix de journée, oui, c'est une donnée physico-financière voilà, des établissements. Oui. J'entends, mais en fait...
effectivement, c'est pas du tout pris en compte dans l'évaluation qui ne prend en compte que la pratique au plus près de la personne. On n'a pas d'indicateur de ce type dans l'évaluation. C'est pas l'esprit, du coup. Non. Bah, posez votre candidature pour les groupes de travail. Du coup, ce sera... Estelle, je vais t'aider. Je soumets un vote en fait à nos collègues qui aimeraient améliorer la qualité d'accompagnement en fait des établissements. Je vous invite à vous lever si vous souhaitez en fait améliorer la qualité de vos établissements. Madame Khaled, avec le plus grand respect que je vous dois et avec le plus grand respect que j'ai, regardez en fait les gens qui vous entourent. Nous souhaitons le meilleur pour nos usagers et nos salariés. Donc j'entends et j'admire votre présence ici et la qualité de votre discours. Mais il y a un moment en fait où il faut être raisonnable et raisonné. Quand je vois ce que j'entends, enfin quand j'entends ce que j'entends, je crois que vous n'imaginez pas en fait la violence de votre discours. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, et j'aimerais encore une fois que mes collègues se lèvent. On est tous d'accord pour être d'accord avec vous, Madame Khaled. Est-ce que vous êtes ceux qui sont d'accord? Levez-vous. J'insiste, je vous en supplie, il faut être raisonné et raisonnable. Et que ce soit en fait pour les EHPAD et que ce soit en fait pour les secteurs du domicile. Et je vous assure, on tient le même langage, vous et nous. Mais il y a un moment en fait où il faut s'arrêter en fait. On n'a aucun chèque supplémentaire, mais on a des contraintes supplémentaires. Pour avoir vécu mon évaluation en 2024 sur 2 établissements, 168 résidents, je vous assure que mes équipes se sont démenées avec 0 centime en plus, je vous dis une bêtise, 16 000 euros en plus sur mes finances. Comment je fais? Je ne sais toujours pas en fait aujourd'hui. Alors c'est disparu dans la masse et on arrête. Mais il faut être raisonné et raisonnable en fait. Vous êtes violente. On parle de qualité de vie au travail pour nos équipes. Où est-ce qu'on en est en fait pour les directeurs? Et c'est juste le petit message que je vous invite. Et s'il y a en effet des réunions en fait de concertation, je me porte candidat, Romain Bourdin, pour participer en fait à vos échanges. Voilà, madame, merci beaucoup en tout cas du courage que vous avez de vous présenter en fait devant nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ça n'est pas du courage, hein. C'est la passion aussi de mon métier. C'est le fait d'aimer échanger avec les professionnels de terrain dont j'ai fait partie à un certain moment de ma carrière. Et je continuerai à venir vous rencontrer. Et bienvenue à la HAS quand vous voulez. On a encore la place pour deux petites questions peut-être. Bonjour, oui, bonjour, je m'appelle Nicole Dufourmentel, je représente moi aussi, je vais faire preuve de courage puisque je suis un organisme évaluateur. Donc, je fais partie des organismes et des cabinets qui sont cofraqués, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui ont passé l'épreuve du cofrac. Je parle d'épreuve parce que ce n'est pas forcément simple. Ça fait donc la 3e fois qu'on a été, nous, passés, donc c'est quelque chose qu'on commence à appréhender. Moi, si j'ai une remarque à faire, c'est sur le dispositif total qui est mis en place. Donc, le référentiel commun, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça clarifie les choses par rapport à l'ancien dispositif ANESM où il y avait un référentiel à faire et à créer à chaque fois. Référentiel commun, on est d'accord. Le problème, c'est l'aspect concurrentiel qui est donné et le fait que si on veut correctement respecter les attendus de l'HAS et du COFRAC, il y a des durées qui sont incompressibles. On est obligé, effectivement, de prendre tant de temps pour tel chapitre, tant de temps pour tel chapitre, et qu'on se voit, nous, confrontés, quand on fait bien notre travail, je pense qu'on le fait correctement, ou tout du moins on essaie de le faire le mieux possible, on se retrouve confrontés à des propositions de cabinets concurrents qui sont absolument démentielles. On ne sait pas comment c'est possible de mettre 5 accompagnés traceurs en 2 jours. Enfin, c'est des choses qui nous paraissent absolument incohérentes et impossibles à mettre en place.
Mais ce que je comprends complètement par rapport à chaque établissement qui est présent, il y a un coût. Il y a l'aspect financier qui n'est pas pris en compte par aucune des structures tutélaires. Donc, ça leur coûte de l'argent de mettre en place une évaluation. Et donc, ils vont forcément aller naturellement vers le mieux-disant en ne se posant pas la question du fait qu'il faut également prendre en considération les équipes et la bientraitance qu'il y a au niveau des équipes. Parce que si on doit faire des évaluations avec 4, 5 accompagnés traceurs en un temps limité, c'est au pas de charge. Et là, on n'a pas le temps de faire des observations. On n'a pas le temps. On est vraiment contraint à faire du document. Et on ne peut pas aller dans les établissements, regarder les pratiques, mettre en avant la qualité des pratiques. Donc c'est simplement cet aspect-là sur lequel je voulais quand même attirer votre attention. C'est quand vous choisissez un cabinet, quel qu'il soit, réfléchissez bien à ce que ça veut dire également au niveau des équipes qui vont être évaluées, qui vont être interrogées, et autant qui paraît être cohérent par rapport à ce que vous avez à mettre en place. Voilà, c'était ce que je voulais dire, parce que c'est ce qui a été induit. Et autre chose, je dis quand même, c'est le fameux CALI-score qui perturbe beaucoup les évaluations, parce que c'est normal, hein, un établissement va avoir affiché dans son établissement pendant 5 ans une note de A à D et 2 sur 18 par rapport aux critères impératifs, et que naturellement, ça tend un peu le dialogue quand à un moment donné, il va falloir qu'on défende le fait qu'on ne met pas un 4, on met un 3, mais que ça justifie. Mais je le comprends que les établissements aient envie et défendent un petit peu leur notation. Donc tout ça, je veux dire, ça part d'un beau principe, d'un bon principe, mais l'application est parfois pas forcément facile à faire que ça. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Alors, on a très peu de temps. Allez, encore quelques questions. Vous pouvez faire passer le micro. Peut-être qu'en synthèse, on pourrait dire qu'en France, on est quand même riche. On a les moyens de contrôler. L'administration, les agences ont les moyens de contrôler notre manque de moyens. Encore... Une évaluation, aujourd'hui, HAS, c'est 8 000 €, moi, pour une résidence autonomie, dont aujourd'hui, mon budget, il est de 450 000 €. Donc, vous imaginez un peu ce que ça représente. Je préférais mettre cet argent-là dans du temps d'agent, dans du temps d'animation auprès de mes résidents, plutôt que dans une évaluation. Une petite résidence autonomie de 20 personnes, c'est la même évaluation qu'un EHPAD de 180 ou 200 places. Sauf que moi, je n'ai pas le personnel en face. J'ai 3 agents, j'ai 3 ETP d'agents polyvalents. J'ai une responsable hébergement, il y a moi, et j'ai une animatrice à 0,30. Donc aujourd'hui, on me demande de faire la même chose que mes collègues d'EHPAD qui potentiellement peuvent avoir des qualiticiens. Heureusement pour eux, moi, je n'ai pas. Par contre, ma note, elle va être la même et va être sur les mêmes critères que mes collègues. Et c'est une vraie injustice. Et aujourd'hui, les petits établissements comme nous, on le vit vraiment comme une injustice. Vraiment comme une injustice. On va se taper des notes pourries, parce qu'on le sait très bien. Moi, aujourd'hui, on va me demander de faire un protocole et une procédure d'évaluation de la douleur en résidence autonomie. Franchement, c'est pas mon taf, hein. C'est le taf des infirmières libérales. Mais on va me demander de le faire. Oui, ça rentre et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Et je vais avoir un D, sauf que la résidence senior à côté, qui est privée et qui fait que du pognon, elle n'est pas soumise à ça. Et elle va récupérer mes résidents. Parce que moi, je vais avoir un D que le département va dire ah ben, vous voyez, les résidences autonomie, ils sont en D, c'est pas bien. On entend votre colère, ça va dans le sens de la différenciation, la nécessaire prise en compte des différences de structure. Ça fait beaucoup réagir, on va continuer à prendre quelques petites questions ou remarques. Le monsieur qui voulait parler, oui. Le CALI-score a été évoqué rapidement. Tout dans la démarche peut être discuté, mais j'arrive pas à comprendre le sens de cette lettre-note. On a été évalué fin de semaine dernière. J'en suis encore un peu troublé. Pardon, vous êtes dans quelle étape, quel genre d'établissement ? Alors, je dirige un service d'aide à domicile à Nîmes, dans le Gard. On a été évalué. Je vois cette histoire de notes, c'est un épouvantail. Tout a été dur. Ça a été une épreuve. Malgré, en plus, une certaine bienveillance du cabinet, je ne le reproche pas.
je reproche davantage de choses, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, ce Quali-score. Alors nous, directeurs, on ne va pas bloquer des routes, on n'a pas de tracteurs, mais je vous demande quand même, Madame Khaled, à réfléchir vraiment à la suppression de cet outil stigmatisant qui, en plus, se garde 5 ans et qui, de mon point de vue, n'a aucun sens, y compris pour nos usagers. Oui, c'est un sujet qui fait énormément réagir. Je crois qu'il y avait encore un monsieur au fond qui voulait prendre la parole. Donc Alexandre Dio pour un EHPAD dans le Maine-et-Loire. Juste pour faire le lien avec l'intervention précédente de notre ami conseiller d'État, j'aimerais rappeler aux agences, je ne sais plus, je vais vous m'excuser, je ne me souviens plus du statut de l'HAS, que la norme a un coût et qu'aujourd'hui, il le disait très clairement, notre conseiller d'État, la norme a un coût. Et je crois que tout ce qui est dit là, c'est que le coût n'a pas été pris en compte au moment de la réflexion de la norme. Voilà. Donc si vous pouviez faire remonter ça au niveau de l'État, qu'effectivement, une évaluation qualité, il y a des collègues qui le disent, font le choix de ne pas prendre de qualiticien parce que ça coûte. Une évaluation, ça coûte entre 5 et 15 000 euros. Et peut-être est-ce à l'État de nouveau de reprendre sa responsabilité, de dire « Ok, la norme, elle a un coût, les conseillers d'État le savent, voilà, donc on assume que nous voulons faire de la qualité, nous donnons les moyens à nos établissements d'embaucher des qualiticiens, de faire le travail tel qu'il se doit, tel qu'il est attendu, sans que ça ne repose sur la qualité de prise en charge des résidents. » Ça peut être le mot de la fin côté auditoire, si vous souhaitez réagir, Angélique Khaled. Très rapidement, mais je suis désolée parce que du coup ma réponse va être rapide et j'aurais aimé continuer à débattre longtemps. Ouais, merci. La norme a un coût, on en a bien conscience. La non-qualité, ça peut avoir un coût aussi désastreux sur plusieurs choses. Ça, c'est la première chose. Donc, l'évaluation, si on veut vraiment lui donner tout son sens, il faut que ça soit un investissement qui serve aux équipes pour améliorer justement la qualité et donner du sens. On voit quand même que dans les établissements où il y a des plans d'amélioration de la qualité qui sont travaillés régulièrement avec les professionnels et les personnes accompagnées, il y a quand même un climat qui se ressent et une attractivité pour le personnel. Donc ça, c'est voilà. Oui, la non-qualité a un coût et la qualité doit être financée. Et ça, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Voilà, ça ne nous appartient pas. C'est le ministère qui a ces leviers-là, mais la HAS peut l'exprimer et va l'exprimer. Sur le Quali-score, là encore, on aurait pu en parler très très longtemps. Le fait de rendre public les résultats de l'évaluation, ça a été prévu dans la loi dès le départ, hein, dès la loi de 2019 et le décret de 2022. Donc la HAS l'a appliqué, c'est normal. Le fait de faire ce qu'on appelle un Quali-score, hein, c'est quelque chose qui nous a été demandé, alors pas le Quali-score, mais le fait de rendre plus lisible et plus clair les résultats d'une évaluation pour le grand public, c'est une commande qu'on nous a faite. À partir de là, on y a travaillé avec des personnes concernées et avec des professionnels. La façon dont l'échelle qualité a été calibrée, je vous assure qu'on a fait beaucoup, on a fait tourner les modèles, on a fait beaucoup d'estimations et je ne sais plus comment on dit ça, d'essais. Et on a vraiment pris le calcul, les modalités de calcul les plus favorables. On a quand même aujourd'hui plus de 60% des ESSMS qui sont en A et en B. Et ces ESSMS-là sont très contents d'ailleurs et communiquent énormément sur cette lettre. On a fait alors ça. Donc, on a fait en fait un modèle qui fait se rencontrer à la fois les critères impératifs et à la fois la note. Et on a fixé nos seuils pour être le plus
le plus valorisant possible pour le secteur. Voilà, je tenais à le dire. Maintenant, cette échelle qualité, elle peut évoluer. En effet, on regardera comment ça se place. On ne tranchera pas maintenant de toute façon. Merci beaucoup, c'était très riche et à suivre donc pour le chantier de l'amélioration de la qualité, si on peut le résumer comme ça. Merci.